this gives me the ideal transition to use my wild card or my joker card to ask the first question before giving the microphone to the room, and ask Bill Lawrence the question that many of us, I'm sure, have in mind. From weak states to Islamic governments. Bill Lawrence, do Islamic governments in the Maghreb have a strategic economic doctrine? Do they have an economic strategy? This is the core question. The short answer is not really. I spent 3 hours with Nahda's economic team in Tunisia, and at the end of the meeting, I didn't understand what 180 PhDs had come up with, they said. But the main two things they were most proud of was reshuffling the regions of Tunisia and introducing Islamic banking, which didn't seem to me would address the fundamental Tunisian issues. Although the fact that they had put so much effort into it said something. When our economic and social report came out on Tunisia, it was criticized by Nahda, the vice president of the parliament. So I went on Tunisian national radio the next day and explained the methodology, and then Marzouki supported us. He did an interview with American NPR radio and said, this criticism of the economy is correct. If we don't take care of the economic issues first, we'll have a revolution within the revolution. So Marzouki got it, even though we'd been criticized. Although, let me add one thing to what my Libyan friend said. That I totally agree with my Libyan friend that the economics solves all problems. And as we've been saying in all of our work, the causes of the Arab Spring were more economic than political. The response of the governments and the international community have been more political than economic, and as our Tunisian friend said, the economies have gotten worse, and we have to address with that worsening economic situation because the causes for further instability are there. Now, let me make another very important point. Islamism is here to stay. Islamism is going nowhere. No matter how much development you have, no matter how far you go, we're going to, in our lifetimes, deal with Islamism in various forms. But there are many aspects of this which aren't understood. Let me give you one example. In the Cold War, we had a hard time understanding the notion of a fallen communist. It was like that play by Ionesco, Rhinoceros, where once you turn into a rhinoceros, you can't come back, right? And yet, over time, it became very clear that those who had moved towards belief in the communist ideology and its critiques of capitalism, which I may add are awfully good critiques, it just doesn't offer much to replace it of value. We started to see that communism changed in Europe, and this laid the grounds for 1989. The same thing with Islamism in my mind. Islamism is here to stay in our lifetimes, but Islamism can change, and you can have fallen Islamists. You can have individuals, it happens every day, you can meet them all over Europe and the United States, in this part of the world, people who are in Islamism, and they come out of Islamism, or they adapt Islamism. Let me add one other point, I think, which is salient, and then I'll let this go. In Tunisia, on this point, there's a whole series of conversations post-revolution that need to happen to help Islamism be a part of where Tunisia is going. Right now, there's a dialogue not happening, I'd say, between hardcore secularists in Tunisia and the secularists who are part of the ruling coalition with Nahda. And there's a lot of fear that basic human rights of Tunisians won't be defended and economics won't be possible in Tunisia. But that conversation needs to improve because Nahda is going to be in power for some time and a player for some time. There's a conversation between the secular opposition and the Nahdawis, which is not that good right now. And yet, for the same reason, and for the economy of Tunisia, Nahda needs to be educated in economics, and they need to become part of this solution. There's a conversation between the moderate Nahdawis who are somewhat respectful of human rights and the hardcore Nahdawis that would like to take positions more like the Salafist positions
that needs to improve to bring back Nahda towards this more moderate vision, a la Turkey, which is how Nahda presents itself. There's a conversation that's not happening between the Nahdawi hardcore and what they call the scientific Salafists, the more Pacific Salafists who aren't jihadis but believe in the Salafist principles, that needs to get those Salafis more invested in the Tunisian political project. And then there's a conversation at the end of this process you want the scientific Salafis to have with the jihadi Salafis to say, hey guys, maybe smuggling weapons and blowing yourselves up isn't the way to help Tunisia go forward. So what I'm saying here is there's a whole set of reconciliation issues and society building issues that need to happen in Tunisia between groups that aren't talking to each other enough. And part of this is dealing with the fundamental economic issues, which I agree with President Marzouki are the most important issues. Thanks. Thank you very much, Bill. Let me, j'utiliserai une deuxième wildcard. C'est comme ça, quand on donne un micro à un consultant, il ne peut pas s'empêcher d'abuser du pouvoir qui lui est confié. Pour prendre 30 secondes et vous demander, Jlol Ayed, voyez-vous, dans le prolongement de la réflexion qui vient d'être menée par Bill Lawrence, un risque de choc des élites, notamment au Maghreb, entre les élites francophones qui ont tenu la technostructure pendant 50 ans et les nouvelles élites arabophones et celles islamistes. Leur rencontre est en train de se dérouler sous nos yeux en ce moment. Comment voyez-vous ce choc des élites? Et y a-t-il un choc des élites? Il y a une confrontation, ça c'est certain. Oui. Oui. Il y a une confrontation, ça c'est très clair. Et depuis l'arrivée des islamistes en Tunisie, cette confrontation s'accentue de jour en jour. Donc le parti Ennahda en Tunisie a réussi d'une manière remarquable aux dernières élections parce qu'il s'est basé sur le peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui a en fait choisi Ennahda parce que le choix pour le peuple était un choix, je dirais, surtout émotionnel. Ce premier choix n'a pas été fait sur un programme économique, comme on vient de dire, ou sur une vision d'une Tunisie prospère ou d'une Tunisie qui va pouvoir régler ses problèmes. Les choses ont beaucoup changé entre-temps. Et comme l'a dit notre ami, il y a aujourd'hui l'émergence de plusieurs forces politiques. Il y a certaines forces politiques qui étaient en hibernation, parce que sous l'ère Ben Ali, ils ne pouvaient pas du tout s'exprimer ou manifester ou avoir des activités. Mais depuis les élections du 23 octobre 2011, on a vu aussi des forces politiques prendre de l'ampleur en Tunisie, et en particulier le parti Ennahda. Et you are absolutely right about the lack of communication. Donc il n'y a pas de communication entre les vraies forces politiques. Certains sondages aujourd'hui donnent le parti Ennahda, dont le fondateur est l'ancien Premier ministre Béji Caïd Essebsi, presque à égalité avec Ennahda. Je parlais de Nida Tounes. Mais il n'y a pas réellement une concertation et une coordination entre d'autres forces démocratiques. Et j'ose espérer que ceci va se produire avant les prochaines élections. Et il est certain aussi que le parti Ennahda, comme je le disais tout à l'heure, ont réussi brillamment aux élections parce que le peuple n'avait vraiment pas la maturité politique pour pouvoir réellement baser son choix sur un programme. Il n'y avait pas de programme, puisque les élections ont été tenues quelques mois après la Révolution. Les choses ont beaucoup changé. Les Tunisiens ont gagné énormément en maturité politique. Ce que je vous disais tout à l'heure concernant les débats à la télévision, c'est quand même assez intéressant de voir que ces débats sont des débats qui vraiment prennent aujourd'hui une dimension... oui. C'est la danse avec les micros, là. C'est-à-dire qu'on ressent aujourd'hui en Tunisie que le niveau a vraiment augmenté,
que le Tunisien moyen a gagné énormément en maturité politique et que le choix qu'il ferait lors des prochaines élections serait un choix mieux réfléchi. Donc, c'est vrai que ce choix-là aurait été certainement mieux préparé s'il y a ce dialogue entre Nida Tounes et Ennahda, par exemple. Ce dialogue n'existe pas aujourd'hui parce que Ennahda ne reconnaît presque pas Nida Tounes, alors que c'est le gouvernement qui leur a donné la licence, n'est-ce pas, enfin, ou plutôt l'autorisation de créer un parti. Ce qu'on souhaite, c'est que ce dialogue existe et qu'il soit entamé pour que les Tunisiens puissent, puissent comparer. Et d'ailleurs, je dois dire que même si Ennahda n'a pas de programme économique clairement défini, Nida Tounes non plus n'a pas de programme économique clairement défini, et surtout des solutions, je dirais presque techniques, sur les problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure, le problème du chômage, de l'investissement, comment promouvoir l'investissement marchand, la problématique des PME, PMI, la microfinance, etc. Donc il y a tout un tas de défis qui se posent aujourd'hui en Tunisie, pour lesquels il faut des experts. Il faut que ce soit des gens qui s'y connaissent en économie. Alors quand on regarde aujourd'hui la composition du gouvernement, avec tout le respect que je leur dois, je ne vois pas réellement des membres du gouvernement qui sont experts dans la chose économique. Or, les problèmes sont économiques, ça a été dit à plusieurs reprises, il y a des solutions économiques, et pour des solutions économiques, il faut des économistes et des gens qui sont bien versés dans le domaine économique. Merci beaucoup. Je ferai maintenant circuler le micro dans la salle en rappelant les règles extrêmement strictes auxquelles nous allons tous nous astreindre. En 60 secondes, je vous demanderai de vous présenter et de poser une question. Donc, attendez. On va essayer de commencer par le fond parce qu'il y a une discrimination positive. Donc, monsieur. Merci. Bon, c'est bon. Mohamed Abdellah, je suis directeur Afrique pour la publication PKB internationale qui s'occupe de la gouvernance et du développement et de la coopération. Je voulais juste poser une petite question concernant le problème de la croissance globale et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Je pense qu'il y a un élément absent qu'on doit considérer dans les problématiques de développement, c'est le rôle des multinationales, des grands groupes. Pour ne pas citer de nom, pour ne pas donner de pays particuliers, dans un pays africain, on parle plus des intérêts stratégiques d'un certain nombre de groupes plutôt que de soucis démocratiques ou de meilleure vie politique pour ce pays. Ça, c'est un point. La deuxième chose, en ce qui concerne le modèle, c'est-à-dire l'opposition réelle ou supposée entre le modèle francophone et le modèle islamiste, je pense qu'on a besoin d'une certaine forme on va dire, de pragmatisme et de justice pour ne pas demander à une expérience qui commence d'avoir une performance que 60 ans auparavant, ceux qui étaient là n'ont pas pu faire. Donc, il y a vraiment une nécessité de donner du temps au temps, comme on dit. Quelle est la question, s'il vous plaît, monsieur ? La question fondamentale, c'est de dire, au niveau de la croissance, donc au niveau des problèmes de croissance, on va dire globale, le rôle des multinationales, qui ne sont ni les gouvernements, ni les peuples, il est quand même éludé, alors que, d'une certaine manière, ils tirent les ficelles et ils décident des politiques globales d'une certaine manière. Merci, monsieur. On va prendre une deuxième question dans la foulée. Il y a beaucoup d'hommes qui s'expriment et on a beaucoup d'hommes dans le panel, donc ça serait bien qu'il y ait des vocations féminines aussi qui s'expriment dans la salle. Monsieur. Moi, je m'appelle Isselmou Ould Abdelkader, je suis de l'Union nationale pour l'alternance démocratique de Mauritanie. Je voudrais poser deux ou trois questions. La première, elle est adressée aux économistes. Est-ce que vous pensez qu'il reste encore un signe de crise pour que nous puissions qualifier le libéralisme d'absolument obsolète?
Autrement dit, est-ce que vous pensez que tant qu'on continue à produire pour vendre, plutôt que de produire pour vivre, il y aura une solution à la crise? Deuxième question à M. Di-Foucauld. Vous avez parfaitement raison en disant que les militaires n'ont pas de réponse aux questions économiques, même aux questions politiques. Et effectivement, l'abcès qui est aujourd'hui, qui éclate à la face du monde, au Sahel, s'est formé dans une période où, dans tout l'entourage, aussi bien en Mauritanie qu'au Mali, qu'au Niger, qu'en Algérie, qu'en Libye, qu'en Tunisie, il n'y avait que des régimes militaires. Et donc, il y a, ne pensez-vous pas, qu'il faille passer pour résoudre le problème qui se pose, au lieu de chercher des causes un peu partout, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par démilitariser systématiquement les régimes de la sous-région pour qu'on puisse arriver à une solution? Je ne parle pas des régimes qui ont des turbans civils et qui sont en réalité des militaires. Il y en a dans quelques pays. Mais je parle de tous les régimes dans la zone ouest africaine, à part le Sénégal et les pays qui viennent de se libérer, qui viennent de faire la révolution, la Tunisie et la Libye, que nous félicitons. Je pose une question à M. Mossadegh. Vous avez dit quelque chose de vrai. Ce qui se passe au Mali concerne tout le monde. Est-ce que ce n'est pas une façon d'insinuer qu'on a besoin d'une conférence internationale pour la paix au Sahel? Est-ce que ce que vous dites ne veut pas dire que les solutions partielles et les conflits bilatéraux, parce qu'il y a des conflits entre deux pays, que tout le monde le sait, et qu'il faut donc élever, tant qu'on n'a pas organisé une conférence internationale impliquant tout le monde pour la solution des problèmes du Sahel, est-ce que ce n'est pas c'est une façon de cristalliser, de durabiliser. Merci, de monsieur. pérenniser On a bien compris les deux questions, elles sont limpides. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Madame, vous pouvez donner à la dame juste devant, s'il vous plaît. Devant. Levez la main, madame, s'il vous plaît. Comme ça, on vous reconnaît. Oui, bonjour. Narji Sourla de BLJ Worldwide New York. My question is for Mr. Bill Lawrence. I completely and totally agree with you that youth is very important and that we need to mobilize them to solve issues. But how would you mobilize youth who actually kind of lost all hopes in anything, in any developments? Thank you very much. We've got a wrap in terms of questions right now because we have enough material for our panelists. Je démarrerai par vous, Amiral, puisque vous avez été directement, parce que vous avez été interpellé. Amiral, puisque vous avez été directement interpellé, avec cette question fondamentale sur la question de la croissance en Afrique, les képis à la tête de l'État sont-ils une FBI, une fausse bonne idée pour la stabilité? Belle formule, je salue le professeur Cardoudi en passant aussi. Je crois que la question de l'État a été posée à plusieurs reprises depuis le début de cette session. L'État est insuffisant pour gérer le futur et le devenir d'un certain nombre de peuples africains. C'est en tout cas la formule que j'ai utilisée. Et c'est vrai qu'il est insuffisant très souvent parce qu'il n'a pas les infrastructures qui le permettraient. Et les infrastructures sont fournies bien aujourd'hui très simplement par ce qui existe, et les armées ont été ces infrastructures globales de ces États, tout simplement parce que au moment des indépendances, il y a 50 ans, eh bien, pour des simples raisons de convivialité africaine, les armées coloniales ont laissé entre les mains des armées naissantes des moyens qui leur permettaient de garantir les intégrités territoriales. C'était ça le point de départ.
Et c'est vrai que ces armées se sont quelque part enquistées dans l'État, voire se sont substituées à l'État. Et nous avons connu dans beaucoup de pays africains, et c'est vrai, je le reconnais, dans les pays africains francophones, de l'Afrique de l'Ouest en particulier, des régimes qui étaient des régimes militaires plus ou moins avoués. Et cette réalité-là a été certainement l'une des raisons pour lesquelles la gouvernance ne s'est pas établie de façon correcte. Et je crois qu'il faut en avoir une conscience. Alors, faut-il démilitariser? Je crois que c'est en train de se faire. C'est ce que nous observons aujourd'hui, cette démilitarisation de toutes les structures étatiques des pays d'Afrique de l'Ouest est en cours, même si elle n'est pas parfaite. Et je crois que les militaires, en tout cas, et ceux que je vois beaucoup de militaires africains à Paris, puisque nous avons beaucoup de militaires africains en formation à l'école militaire où je travaille, je crois que ces élites militaires africaines qui sont aujourd'hui dans leur pays sont des élites qui sont tout à fait préparées à cette réalité d'un État qui est impartial, d'un État qui n'est pas militarisé. Mais je veux profiter de ce que j'ai le micro pour répondre à la question suivante qui a été posée par notre ami mauritanien sur la nécessité ou non d'une conférence Pense-Sahel pour réfléchir au fond à la question générale du vivre ensemble autour du Sahara. Je crois qu'effectivement, il y a aujourd'hui les conditions réunies pour que tout l'ensemble des riverains du Sahara puissent se rapprocher et puissent voir tout ce qu'ils ont en commun et tout ce qui est nécessaire pour gérer un espace qui, comme un espace océanique, et je suis marin, vous l'avez compris, donc doit être géré de façon collective. On ne peut pas appréhender cette question de l'ensemble du Sahara et de sa bordure sahélienne, la bordure sud, de son rivage sud, sans avoir une vision collective de l'ensemble. Et je crois que c'est collectivement qu'on peut trouver les réponses à cela, et je pourrais longuement développer, mais je ne le ferai pas, la grande différence qu'il y a entre les espaces fluides dans lesquels les frontières ne sont que des traits tracés sur des cartes où les hommes n'ont pas déterminé eux-mêmes les frontières par leur façon de vivre, et les espaces verts classiques dans lesquels les hommes vivent. Il y a donc à regarder de beaucoup plus près ces choses-là. Et je crois que nous, les marins, avec notre façon de voir les espaces océaniques, le droit maritime international, avec les droits de passage, avec toute cette théorie juridique du monde de la mer, nous pourrions aider à réfléchir à cette question du Sahara et apporter des solutions. Et en tout cas, une solution qui serait globalisée à l'échelle d'une conférence serait, je crois, une très bonne formule. Merci. Avant d'aborder les questions liées à la jeunesse, mais je crois que vous vouliez intervenir rapidement. Très rapidement, j'aimerais répondre à la première question qui a été posée, qui est une question, à mon sens, intéressante et importante. C'est le rôle des multinationales, le rôle du capital étranger dans les pays émergents d'une manière générale, en Afrique et même au Maghreb. Et je crois que le souci du monsieur, c'est de dire principalement il y a des multinationales qui viennent dans nos pays et qui viennent tellement forts et influents dans le pays qu'ils dictent un tout petit peu la politique économique du pays. On ne voudrait pas tomber dans ce piège. En Tunisie, par exemple, ce n'est pas des multinationales au fait, qui influent dans le pays. C'est un choix qui a été fait par le pays, qui a été fait depuis 20 ans, pour justement créer des emplois. Ils invitent des milliers d'entreprises, généralement de taille moyenne, venir investir principalement dans l'économie de transformation, c'est-à-dire pas réellement dans l'économie de création de valeur, n'est-ce pas? Et le résultat, c'est que un changement de mode en Europe ou bien quelques changements de circonstances peuvent faire de sorte à ce que ces entreprises quittent, tout simplement, et on se retrouve avec des milliers de chômeurs. Et c'est un choix qui a été fait et qui explique aujourd'hui la vulnérabilité de notre économie. Parce que normalement, une révolution, d'accord, c'est un choc, mais l'économie tunisienne a continué, mais on a compris cette vulnérabilité parce que justement, on a porté le choix en encourageant avec des incitations fiscales, avec des dépenses sur l'infrastructure. Alors, ce sont des avantages qu'on n'accorde pas aux entreprises tunisiennes. Donc, il y a une vraie dichotomie aujourd'hui en Tunisie, et c'est ce qui explique justement cette vulnérabilité. Et ce qu'on souhaite, c'est que aligner les avantages et les accorder aux investisseurs tunisiens, parce que c'est ça ce qu'il faut faire. Et deuxièmement, créer des conditions qui sont similaires pour tous les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou bien étrangers. J'aimerais avoir la réaction de Billy Massadek sur le même sujet. En gros, est-ce que big business, corporate business, est là lorsqu'il fait beau, lorsqu'il y a du soleil, et est-ce qu'il part très rapidement dès qu'il y a de la pluie? Are they here to stay?
ou bien sont-ils là pour capter de la croissance, pour essayer d'améliorer des marges qui sont en érosion dans le monde occidental? Vous êtes un entrepreneur qui vient d'Afrique, donc vous êtes bien placé pour pouvoir nous dire, en tant qu'observateur, comment est-ce que vous voyez ces grandes entreprises qui viennent pour capter les incentives fiscales, et autres avantages qui leur sont donnés par les gouvernements et les tapis rouges qui leur sont déroulés? Merci. Je pense que dans une économie, on a besoin des deux. On a besoin des grosses entreprises qui ont le know-how, qui ont les capitaux pour développer des grands projets. Puis on a besoin aussi des PME, un tissu de PME. Mais ce que j'observe, c'est que les grosses entreprises, quand les niais s'amoncellent, elles ont tendance effectivement à réviser leur business plan et à avoir des mesures pour soit protéger leurs collaborateurs, parfois même elles ferment leurs bureaux, elles quittent le pays temporairement. Les entreprises, les petites entreprises ou les grosses PME nationales ne quittent jamais. Moi, je n'ai pas quitté mon pays en 2012 quand les terroristes ont attaqué mon pays. Je n'ai pas quitté la Guinée-Bissau quand il y a eu les problèmes. Nous sommes en train d'investir bientôt au Nigeria, alors que tout le monde dit que c'est un pays dangereux. Donc je pense que l'avantage d'avoir un tissu de PME dirigé par des entrepreneurs nationaux, c'est le fait qu'en temps de crise, ces entreprises-là sont là, elles restent parce qu'elles ont une autre approche du risque que ces grosses multinationales qui ont aussi parfois le choix. Une grosse multinationale, si elle n'est pas au Mali, elle est en Australie, elle est au Japon, elle est en Tunisie. Elle n'est pas obligée de rester au Mali. Moi, je suis plus ou moins obligé de rester au Mali. Mais la question, c'est ces grosses multinationales finissent par plus ou moins diriger le pays. Moi, je pense que ce n'est pas... C'est la conséquence de la faiblesse de nos États. C'est tout. Ce n'est pas dans tous les pays que cela arrive. Dans les pays où l'État est fort, l'État a une politique claire, l'État applique des règles, ces multinationales n'ont pas le pouvoir qu'elles ont dans certains pays. Tout le monde sait, par exemple, le poids qu'un groupe, et moi, je n'ai pas peur de prononcer des mots, qu'un groupe comme Total, le pouvoir qu'ils ont dans des pays comme le Gabon ou le Congo. Mais cela n'est pas possible dans des pays comme les pays du Golfe. Donc, je pense que le poids politique de ces multinationales dépend de la faiblesse de l'État. Plus l'État est faible, plus ces multinationales qui, effectivement, défendent leurs intérêts auront un poids politique. Troisième remarque, et pour en finir, je suis parfaitement d'accord, il faut une conférence nationale pour réfléchir sur la sécurisation de la zone Sahel. Aucun de nos pays, ni le Mali, ni la Mauritanie, ni le Niger, ne peut assurer la sécurité des frontières. Le Mali ne pourra jamais assurer la sécurité totale et impeccable de 1 250 000 km². Sauf à dire, je n'éduque plus mes enfants, je ne soigne plus ma population, je ne fais plus de routes, je prends tout mon budget et je le mets dans la sécurité, ce qui n'est pas possible. Il faut partager les efforts de sécurité. Je discutais à table avec l'amiral, j'ai dit, il faut peut-être une sorte de NATO ouest-africaine où tous les États mettent leurs petits moyens ensemble pour sécuriser nos frontières, parce que le terroriste qui attaque au Mali, il peut aller en Algérie, en Mauritanie, il peut aller partout. Donc si on se met ensemble, on aura une meilleure sécurité pour nos pays. Merci beaucoup, Billy Massatek. Avant de vous redistribuer la parole, I would like to have another perspective on the big business dance, because you were in Libya, so you're used to big corporations coming to Libya trying to get some money out of it for many years. And I would like you also to give us a few words about the curse of oil. How do you manage sustainable growth in an economy where you have so much wealth? These are two questions, I think, very important and very much related to the core question of, are big business leading the dance, or are they just following the dance? Thank you very much. I think you all know that Libya is securing 3.5 of the reserve of oil and gas in the world, and the production of oil before the revolution
was almost 1,300,000 barrels, 600,000 barrels. 300 are refined locally, and 1,300,000 barrels of good quality, low sulfur oil is exported. Now they are targeting at the short term 1,700,000 barrels. It's not Libya. There's not only the oil and gas. There are so many wells. There is almost 2,000 kilometers on the Mediterranean Sea. There are so many natural resources discovered lately. Largest, actually, lake of water underground. The sunshine or the solar energy actually describe it that one of the best in North Africa. So the potentiality for the future is so big. Not only Libya and Morocco and Mauritania and Tunisia, they all have, and all other African countries, they have some potentiality, but we must know how to use, how to first of all secure security, because security is the key for growth of economy. And in this point, I really would like to comment on or about the international multinational groups of companies. They must really forget about the past and think newly from now on. They have been doing business and investing for tens of years. That's without I see doing much in helping the SMEs, companies, transferring of technology and know-how. If the past there were so many mistakes, I think we should not make mistakes in the future. We are in one world, and insist again concerning Africa and Europe. So the multinational in Europe, including the three countries always I mentioned, Canada, America, and Turkey, they should make a plan for the future, how they transfer technology, know-how, how they can bring the qualifications of the new generation. The new generation without discrimination, this is Islamist or non-Islamist, the new generation will correct the future, and the future is for us all. So I think Libya has a good potentiality. Hopefully when we can implement justice and reconciliation, we have now 1.25 million of Libyans really are outside of Libya, because some of them related to the last regime and some of them are afraid, etc., etc. This will take us so long time. We are not expecting big economic transition before, for me at least, as a consultant, before end of 2014 or 2015, after approving the constitution, after electing a permanent government and president. And, but from now till then, we must all think seriously how we can work together, how we can invest in the Mediterranean Sea together, Libya, Tunisia, Algeria, all, and Morocco also, how we can invest for tourism, for agriculture, for services. The most important sector is services sector. That can absorb most of the young generations. I am so much optimistic for the future if we can know how to benefit the young generation, how we can also make the multinational groups of companies, them understand that when they invest, when they help these countries to move or to make progress in economy, we all will benefit. Because we cannot make security in Mediterranean Sea or in Europe, or now we see so many economic crises in Europe. Part of treating this problem in Europe, they should think how we can work together, Africans and Europeans. Thank you very much. Je crois que nous avions tous compris à quel point M. Mansouri est un promoteur d'un choc de convergence au sud de la Méditerranée, et que toutes ces forces vives puissent travailler ensemble afin de construire un avenir avec une croissance mieux partagée. Ceci m'amène aux derniers éléments sur la génération Y, sur la jeunesse que vous venez de citer. C'est pas parce qu'il est jeune que je reposerai la question à Henry Smith by asking you, how do you assess the youth factor in your analysis?
when you have to look at young people in the Mediterranean, in the south of the Mediterranean, do you look at the macros? Do you look at the unemployment rate? Do you look at their activity? Do you look at the way they blog, the way they chat, the way they exchange, the way they communicate? And how do you see them today, as a threat or as an opportunity for the future? It's a very interesting series of questions. I think one of the key issues that you have to look at when you look at North African countries in transition is a lot of the violence that you've actually seen over the past couple of years has been propelled by young, angry, disenfranchised men. And that manifests itself before the Arab Spring, if we look at Tunisia, for instance, in football violence. And you see that also in Egypt with football violence. You saw it also in Libya, actually, as well, from memory. And you've for a long time had this sort of slice of society which has been completely disenfranchised economically, has had no political representation, and has often seen violence as its only means to really insert itself into politics in the country. And what was quite interesting during the Arab Spring is that it was quite often these communities, or these constituencies, I should say, that were really the first to turn towards violence in the various uprisings. And when you look at some of the countries that are still experiencing political violence, it is still these constituencies that are at the forefront of it. I mean, Libya is quite a stark example due to the participation in civilian militia during the conflict and the fact that these entities have remained in the post-conflict period. But then also in Tunisia, and the potential for young unemployed men in interior provinces to basically rely on the informal economy as their only real sustenance. And the worry is, and this was touched on at the beginning, is that young men, again, particularly in these constituencies, essentially see more extreme ideologies as their only real resting place. It's no real coincidence that most of the Tunisian Salafist movement is drawn from young, unemployed men. You know, I don't think that is just a coincidence. It's reflective of the circumstances these people are in. Thank you very much. I would like to thank our distinguished panelists. J'aimerais vous remercier tous d'avoir bien voulu participer à cette séance, d'avoir eu tous ces éclairages extrêmement intéressants dont nous retenons aujourd'hui un triptyque qui nous permettra de nourrir cette réflexion. Pour pouvoir mieux partager la croissance, il est important de ne pas avoir peur de la démocratie. Je pense que c'est un message extrêmement fort qui a été donné par l'ensemble de nos participants. Il faut également pouvoir s'appuyer sur la formidable capacité de levier qu'offre la jeunesse dans cette région. Je rappelle que le Maghreb, c'est 10 millions d'emplois pour les jeunes que nous devons pourvoir à l'horizon 2025. Et enfin, je retiens bien entendu ce plaidoyer pour plus d'intégration régionale. Le jour où le gaz algérien permettra de fabriquer du phosphate marocain, une grande partie du problème sera réglée. Je vous remercie pour votre attention et je vous demande d'applaudir nos panélistes.